Oui, quelques minutes peut-être avant de vous montrer les diapositives. Est-ce que vous m'entendez? Bien sûr, nous vous entendons, sans problème. Alors, Bob nous a parlé de l'iconographie et de la communication, et il a dit que nous passons 10% de notre temps à travailler sur ces deux thèmes au sein de notre agence, de notre bureau. Il nous a montré effectivement comment on pouvait examiner tout l'univers, si vous voulez, avec simplement une traverse, en ayant une ligne transversale de la communication et de l'iconographie. Mais c'est effectivement ce à quoi nous devrions penser. Mais 90% de notre temps est consacré à d'autres pensées et à d'autres approches de l'architecture. Et peut-être certaines approches sont peu habituelles dans notre domaine. Ce que j'ai pensé faire, moi, c'est peut-être vous raconter ces approches qui sont moins habituelles. Certaines peuvent paraître complexes, et néanmoins, il me semble que lorsque on produit un matériau qui est peu usuel, il faut peut-être renvoyer à l'histoire. Il est peut-être intelligent de le faire de manière historique, si vous voulez. Et si vous voulez, je vais essayer de faire la même chose. Je vais essayer de jouer la professionnelle pendant quelques minutes. Dans les œuvres complètes de Le Corbusier, il y a une lettre que Le Corbusier écrit à un groupe de jeunes architectes sud-africains. C'est écrit en 1936. Le grand architecte à qui il a écrit s'appelait Martinson, mais j'étais environ 12 modernistes, ou en tout cas inspirés par le modernisme. En fait, ils avaient un peu raté leur expérience en tant que modernistes, et maintenant ils essayent de construire. Il s'agit d'une lettre collective, si vous voulez. Et un de ces architectes était ma mère. Elle avait étudié l'architecture et elle a abandonné lorsqu'elle n'a pas pu se permettre. Lorsqu'elle s'est mariée, néanmoins, elle a fait construire sa maison par un de ces jeunes en 1953. Et si vous voulez, c'était la génération de la colère, de l'irritation en Angleterre. Et donc, j'ai été membre avant de Smithson. Et au début, d'ailleurs, ils ont très fort pesé sur moi. Si vous voulez, c'est ce qu'on appelait l'époque brutaliste. C'est à l'époque où ont émergé les Beatles, la manière dont on envoyait tout avec colère, avec rage. Ce socialisme rageux. Aujourd'hui, nous le voyons, venir nous des mondes qui étaient très forts sous l'influence de l'hégémonie, et nous avions cette lutte entre la classe travailleuse et la classe supérieure. Et donc, nous apprenions, si vous voulez, de la classe travailleuse East End de Londres, des personnes qui devaient quitter leur lieu de vie pour aller vivre dans les nouvelles villes. Et donc, je suis venue avec une vision très critique des nouvelles villes lorsque je suis arrivée en Amérique, bien avant qu'il y ait, si vous voulez, tout ce mouvement en Amérique. Et également, j'étais sans doute précurseur de pop art. Et également, nous parlions de socioplastique. Malheureusement, lorsque moi j'ai commencé à me pencher sur la chose, ça a été pratiquement abandonné. Malheureusement, les architectes n'étaient pas suffisamment éduqués, je crois, que pour se pencher sur la sociologie que suppose le terme socioplastique. Le modernisme, en tout cas, était sans doute fascinant et merveilleux, faut-il le dire. Et l'objectivité, qui est Neue Sachlichkeit en allemand, cela veut dire une nouvelle objectivité en allemand. J'ai vraiment appris beaucoup de l'Afrique, et cela m'a ouvert les yeux, si vous voulez. J'ai également appris à regarder au départ de la vision des brutalistes de manière réaliste, pas seulement en me limitant à l'esthétique. Et si le résultat est laid, eh bien peut-être que la laideur peut être belle. Et si on regarde la laideur, eh bien on peut changer sa sensibilité, retrouver d'autres éléments. Et donc les mouvements sociaux peuvent conduire à de nouvelles sensibilités et à d'autres intelligents, et trouver des solutions trop rapides qu'on croit être intelligentes. Bon, ça peut aussi donner un regard nouveau à l'artiste. Mais en Angleterre, il était peut-être facile de passer à des solutions de
solutions directes à des solutions indirectes et qui créent un certain malconfort. Et c'est un peu ce qui nous est passé, avec nous, avec le maniérisme. En fait, nous n'avons pas travaillé comme les constructivistes, nous avons repris un certain nombre d'éléments, néanmoins, pour ne pas sombrer dans l'ennuyeux. C'est un peu une partie de nous. Peter Smithson me disait, si vous voulez en fait étudier l'urbanisme dans les années 50, les architectes ne souhaitaient pas étudier l'urbanisme. C'était pas la clé de l'architecture pour eux. Néanmoins, ils disaient le seul endroit où aller, c'est d'aller à New York. Et il y a eu à un certain moment une certaine confluence, si vous voulez, entre la socioplastie et l'UQAM. J'ai passé à Rome un été avec la Caro, c'était une bonne expérience. Et puis, je me suis retrouvée à Penn. Je suis arrivée à Penn avec une rhétorique très brutaliste. Et puis, j'ai découvert qu'ils enseignaient pas mal, en tout cas sur la rhétorique, mais sans plus. Alors, j'entrais à l'époque, j'abordais l'urbanisme. Cela, à l'époque, avait très peu à voir avec l'architecture, surtout à voir avec la sociologie, avec l'économie à l'époque. Et d'autres sciences sociales, comme le régionalisme que je ne connaissais pas, et puis Urbagans, qui nous enseignait la sociologie urbaine, connaissait très bien la sociologie. Et il avait réalisé toute une étude sur le West End de Boston, essayé de voir ce qui s'était passé dans les quartiers italiens budget plus élevé, assez pauvre, et il était passé à d'autres banlieues de la génération suivante. Il connaissait très bien, il était très érudit, il connaissait très bien ce type d'urbanisme de ces quartiers. Et puis Jane Jacob également, qui a connu une réputation beaucoup plus grande, et il en a tiré une notion de non-directivité et non-jugement. Pas de préconception, pas de stéréotypes. C'est-à-dire regarder sans juger, s'informer de manière ouverte, avec un esprit ouvert, pour peut-être ensuite avoir un jugement plus éclairé, qui soit plus étayé. C'est vrai que sa manière de penser était comment la politique doit déterminer ce qui se passe dans la ville. Disait-il, il faut changer cela et il faut peut-être reprendre la manière dont les gens vivent. Car en fait, beaucoup d'urbanisme n'aurait pas été fait comme ils avaient été pensés s'il y avait eu cet autre mouvement. J'ai ensuite travaillé sur la critique du fonctionnalisme. Bob et moi, nous sommes extrêmement attachés à la notion du fonctionnalisme, vous l'avez entendu, mais nous avons souhaité un fonctionnalisme beaucoup plus subtil. Les sociologues qui définissent le fonctionnalisme qui définissent d'une certaine manière. Les économistes définissent en fonction de l'économie, les psychiatres en fonction de la subjectivité. Tout cela nous a conduit à une critique de la manière de penser l'architecture. Et puis, parmi d'autres scientifiques sociaux, on parlait du modèle de la ville, de l'urbanisme tel qu'il avait été pensé, et également des scientifiques des transports, qui en fait avaient pensé au modèle urbain comme étant le reflet d'une discipline mathématique, créer des systèmes extrêmement complexes et des théories. Et au milieu de tout cela, nous avions l'impression qu'il y avait des modèles qui étaient engagés dans leur travail physiquement, qui étaient beaux et qui pouvaient se retrouver dans certaines colonisations, certaines implantations humaines. Et ça, c'est devenu intéressant pour nous et nous avons vraiment commencé à prendre des photos aériennes, voir ce que nous pouvions apprendre. Et dès les années 59, c'était 9 ans avant de venir en France, avant 68, si vous voulez, les mouvements sociaux ont commencé à émerger en Amérique, n'ont pas été
était très perçue à l'époque, notamment à l'Université de Pennsylvanie. Les scientifiques sociaux sont devenus des militants sociaux et tout ce mouvement a frappé, bien sûr, de plein fouet les architectes. Les militants sociaux, leur critique de l'architecture, de l'urbanisme ont été profondes et cela a mis en relief un certain nombre de problèmes compte tenu des préjugés de la beauté, de l'esthétique qui conduisait finalement à une géométrie cartésienne, un peu ce que Le Corbusier se proposait, ce qui vous a été montré par le pape. C'est devenu effectivement le modèle du modèle urbain en Amérique. Ce n'étaient pas les pauvres qui livraient évidemment dans ces zones, plutôt les riches. Alors toutes ces questions sont devenues extrêmement importantes pour les droits civils et les défenseurs de ces droits, ceux qui avaient une certaine sensibilité. Et dans toute la planification qu'on pouvait faire en ce sens. Qui est perdant, qui est gagnant lorsqu'on fait de l'urbanisme, lorsqu'on planifie, lorsqu'on aménage un territoire. C'est vrai. Est-ce que je peux, moi, tordre la vie de quelqu'un parce que je trouve que c'est bon ce que je vais faire? Est-ce que je peux décider de manière non démocratique alors qu'il n'y a pas pour la personne d'appel possible lorsque je la mets en place? Cette planification, nous avons commencé à travailler à un aménagement de la défense, de la voix qui doit exprimer ce que les personnes souhaitent en fait. En fait, si vous voulez, dans toute cette fureur qui finalement a marqué une rupture avec les beaux-arts, les aménageurs du territoire se sont rompus avec les architectes. Et moi, j'étais un peu, si vous voulez, au milieu. Et moi, j'ai essayé de les faire converger alors qu'ils s'éloignaient les uns. Il y a un seul architecte qui a compris ce que j'essayais de faire, de les rassembler, de rassembler les aménageurs du territoire, les urbanistes et les architectes. Essayez de voir. La seule personne qui a compris, c'est Bob Venturi. Celui qui n'était absolument pas un urbaniste, en vérité, en aucune manière. Peut-être parce que sa mère avait été socialiste et pacifiste. Peut-être parce qu'il connaissait bien l'histoire. Peut-être parce que nous partagions, que sais-je, une expérience de visite du monde. Nous avions vécu en Italie tous les deux, nous avions vécu dans d'autres parties de l'Europe, moi aussi en Afrique. Et donc, nous sommes devenus, si vous voulez, un peu les deux, nous avions quelque chose que nous partagions, que ni les architectes ni les aménageurs ou les urbanistes ne partageaient. Les architectes n'écoutaient même pas les sociologues, c'était trop brutaux, trop abrupts, et les sociologues nous disaient comment vous pouvez écouter ces gens qui n'ont aucune conscience sociale. Donc, Kahn, évidemment, Kahn, un certain nombre d'autres concepteurs ont essayé de fonctionner dans notre sens, faire converger. Maintenant, je vais peut-être vous montrer, essayer d'illustrer mon propos. Bob et moi, en tout cas, nous avons commencé à enseigner ensemble. Et moi, j'ai essayé d'écrire un livre qui s'appelle Déterminer les formes urbaines, force et fonction. Alors, la forme n'est pas seulement le résultat de la fonction, mais aussi le résultat des forces qui sont en jeu. Je crois que c'est un peu, si vous voulez, une insinuation de ce qui allait se passer par la suite dans notre carrière. J'ai essayé de reconstruire ce que je vais vous montrer dans une étude de Las Vegas en partie et une autre étude que nous avons réalisée. Nous les avons mis ensemble en reprenant le travail que nous avons mené à bien. Alors, je vais vous montrer un peu de ces illustrations et comment cette pensée a influencé notre travail, nos œuvres. Merci. You can hear me now? This is the house I grew up in Johannesburg. La maison dans laquelle j'ai grandi à Johannesburg. Il ne faut jamais dire qu'il n'y a pas de mythe dans le modernisme, parce que moi j'ai grimpé cette barre, puis j'ai joué là-dessus. Sur cette fenêtre, il y avait un peu de retrait, donc moi j'ai pu écouter ce qui se passait dans la chambre de ma maman, et puis je pouvais jouer également sur le toit de la maison. Donc ce n'est pas seulement l'architecture historique qui nous propose ces réminiscences romantiques, mais quand vous êtes enfant qui grandit en Afrique, vous avez quelque chose qui ressemble à ça.
C'est magnifique, vu cette nature, ces structures. Mais la vie d'une famille en Afrique, avec la vie qu'il y a donc, dans la cour, ici, entre les petites huttes, bon, il y a la pauvreté, la contraste entre l'habitation d'une famille africaine, une famille plus européenne. Tout le monde connaissait en fait ces problèmes d'inégalité qui existaient. Il y avait le bon côté également avec le conflit des cultures, la collision des cultures. Mon professeur d'art m'a demandé de peindre cela. Voici ce que nous avons découvert. Ça nous a intéressé davantage des couvertures qui étaient en vente des Zoulous, mais là aussi on voit les panneaux de Coca-Cola. Donc c'était une boutique, un magasin rural qui se trouvait dans la ville néanmoins. Suivant. A tribe called the Mapak, northern Transvaal. They have this wonderful urbanism in front of their houses. Avec cet urbanisme But their fabuleux qui se trouve devant leur maison. Alors ces peintures nous montrent des maisons avec une allure vraiment urbaine. Et puis ceci vient des lames à rasoir, Gillette si vous voulez. Très différent de ce qu'on voit chez eux. Non, c'est quand même semblable à des motifs trouvés de manière traditionnelle. Et puis les gratte-ciels de la ville de Bulawayo, à Zimbabwe, ici la gare ferroviaire. Donc en fait les historiens souvent lamentaient cette impureté. Même lorsqu'on a pris ces photos, on les trouve fascinants. La peinture avec la main, vous voyez, la même échelle. Une ressemblance par rapport à la main. Si m'a préparé, j'étais bien préparé, pareil pour Las Vegas. La science de la région et l'aménagement du territoire, on voit c'est dans les années, fil de fil, dans les années 50 avec le centre. Vous voyez également les voies ferrées, parce que si vous regardez les croisements, c'est là où les magasins, c'est là que les gens veulent être. Pour Chicago, il n'y a que la moitié du cercle, parce que le lac est là. La voie ferrée vous amène ici. Et puis au centre, très peu d'espace. C'est là que les gens veulent être. Donc, de plus en plus de densité. Il y a beaucoup d'écho qui vient du microphone. Si Madame Scott Brown pouvait rapprocher le microphone, ça serait bien. Alors, on voit les forces de la gravité comme si les physiciens parlaient. Donc, on parle de la physique des villes. Et puis, une partie rayonnante de Chicago des années 50, on voit bien l'urbanisation avec la voiture, les nouvelles technologies se sont chargées de remplir ces villes. Les activités ont différents profils et dans la mesure où on s'intéresse à la structure, ça nous intéresse aussi. La forme suit les forces. Et ceci est montré ici, un village zoulou qui se trouve ici, une économie de subsistance. Bon, il n'y a pas de route, il n'y a pas de train. C'est assez loin jusqu'à l'eau. Pour trouver l'eau pour les chameaux. Une économie d'échange, de commerce qui est très avancée. Mais les deux respectent certaines forces qui sont en place. Suivant. Ceci nous vient de l'étude des transports de Chicago. Différentes habitudes dans l'activité humaine. Quand on passe de la maison à aller travailler ou à l'école, et puis ça chute en intensité pendant les heures creuses, et puis ensuite, autre heure de pointe, l'après-midi. Mais il y a donc les deux pointes. C'est tout petit peu comme les racines d'une dent, une dent inversée. Et en tant qu'urbaniste, il faut comprendre cela, il faut dimensionner par rapport à ça. Bon, une station balnéaire va être très différente. Zetz qui s'est intéressé au principe du moindre effort, qui va ordonner notre vie, les rapports entre les villes, les différentes tailles. Je ne me souviens plus quels étaient les rapports, mais c'est une question de taille
la superficie et distance, et puis il a trouvé en fait les diagrammes pour une trentaine de villes différentes et une assez bonne correspondance. Des idées tout à fait passionnantes. Si vous voulez être urbaniste, vous n'êtes pas là pour tout créer, vous essayez de comprendre les forces, comprendre les... Et dans certains cas seulement, changer l'évolution de cela. Mais seulement dans certains cas. Suivant. New York and the patterns of influence from New Puis, York. si vous voulez, les cercles d'influence qui partent, ça part de New York vers le reste du pays. Et puis on peut comprendre les ondes de choc le 11 septembre. Chicago, les lignes de désir, de transport, les ingénieurs vont regarder le trajet d'une personne de son domicile et travailler, et puis la cartographier, et puis tous les trajets d'un secteur à l'autre, et puis ils arrivent un tout petit peu à cette représentation où les gens veulent être dans la ville. Lorsqu'ils partent travailler, cette régularité leur permet de comprendre comment dimensionner le réseau de transport en commun. Suivant. Les scientifiques de la région, sciences de la région, aménagement des territoires, en fait, c'est un grand propriétaire terrien qui a vu que les pommes de terre étaient cultivées à l'extérieur du marché, mais que les fraises tout à fait à l'intérieur. Bon, bien entendu, les fraises, la haute culture, ça coûte beaucoup plus cher que les pommes de terre ou les uniformes militaires. Étant donné la géométrie du cercle, cette terre ici, bon, c'est beaucoup plus réduit, mais néanmoins, les prix sont bien plus élevés. Et on va construire des bâtiments plus hauts au centre. Bon, ici, New York avant le World Trade Center, parce que j'ai tracé ça en 1963, avant la construction des trois jumelles, mais ceci vous donne la configuration d'une ville ferroviaire. La ville de New York, lorsque les gens arrivaient ici, il n'y avait pas d'autres formes de transport, il fallait s'y rendre à pied. C'est quelque chose que l'on voit dans beaucoup de villes, dans presque toutes les villes, même s'il y a une distorsion provoquée par l'université ou le lac à Chicago. Eh bien, on voit le même schéma, néanmoins, organique. C'est fabuleux de pouvoir l'utiliser en tant qu'architecte, en tant qu'urbaniste et même en tant qu'architecte. Suivant. L'analyse que nous avons faite il y a beaucoup d'années dans le département de Lancaster, c'est très rural. Donc, à une demi-journée de distance en carrosse. Et donc, on voit ces schémas de Leuch, ces centres concentrés. Bon, ils ont transformé en hexagone parce que ça couvre toute la zone, ces espaces ici. Et on voit ces formes de relations. On peut les voir. Si on survole en avion des zones qui sont très plates, on peut les voir de ses propres yeux. Suivant. Puis c'est encore une fois très intéressant pour les urbanistes, les concepteurs urbains. Autre chose que nous avons regardé de très très près, alors les deux, Philadelphie au milieu. Et un professeur d'économie urbaine qui m'a dit que si vous allez montrer toutes les formes d'utilisation de la terre dans une ville comme ceci, ça ressemblerait à un bleu, meurtrissure. Alors, hématome. Alors, en rouge, c'est commercial, jaune, c'est résidentiel. C'est très intéressant d'essayer de comprendre les beaux-arts, si vous voulez. Le musée des beaux-arts, une incursion sur ces schémas. Las Vegas, dans les années 1960, le désert. Le strip, là, la rue principale, on peut voir les casinos même de l'air, puis l'ancien centre qui ressemblait un peu plus à Philadelphie, enfin un peu, avec beaucoup d'imagination. Mais il faut essayer de comprendre pourquoi cela s'est produit ici et pas à un autre endroit. Puis le zonage, bon, réglementer combien de places de parking par bâtiment, mais il y a également du désert aussi. Personnes qui détiennent un bout de désert qui ne veulent pas vendre leur lopin de terre. Et Louis Kahn qui regarde la même photographie pour essayer de
discerné lors du mouvement Lucan. C'est vrai, il disait beaucoup de mal des urbanistes, mais il a beaucoup appris des urbanistes. Et ceci, bon, Louis Kahn a été rendu célèbre grâce à ceci, mais ceci vient de Robert B. Mitchell, qui était architecte, qui est devenu ingénieur des transports pour la Philadelphie, et on essaie de discerner autre chose aussi. Notre tendance à cartographier chacun des panneaux publicitaires, grands panneaux horizontaux, verticaux, et les panneaux pour les tout petits magasins, tout ce qu'on a pu voir, des cartographies. Las Vegas. On a cartographié chaque bâtiment sur chaque grande rue. Non, enfin, les lettres sont à l'envers, mais les rues sont dans le bon sens. On a voulu cartographier l'intensité lumière également. Quel type de lumière? Bon, les stations, services et casinos, magasins, grande distribution. On voit un tout petit peu là le niveau de vie de cette rue. C'est très difficile de le montrer avec une carte ordinaire. On essaie en fait de mesurer, de représenter la vitalité. Now, parallel to that, and you'll find this in the book on Las Vegas, but most architects don't spot it. Distribution, trying to understand again patterns in the city. Las Vegas is a new town, not a very big town, but it has a great many churches. Mais il y a énormément d'églises. L'église à Las Vegas, et ils sont distribués un peu de la même manière. On les voit à New Haven, dans le Connecticut. Et un tout petit peu comme pour les gangsters qui volent, ça fait une bonne conscience. Et puis les magasins, les épiceries, si j'ose dire, grandes épiceries aussi, on voit une bonne distribution. Very different patterns for the automobile rental, strongly tied to the strip. Les lieux de location de voitures. And here the wedding chapels. Et puis ici, les chapelles pour se marier, de mariage. Next. Parce qu'on se marie très rapidement à Las Vegas. This is a standard land use pattern, the strip. Ceci nous montre l'utilisation des territoires, le strip. Et puis ici, c'est résidentiel, beaucoup de quartiers résidentiels. On essaie avec la même analyse, résidentiel, commercial, institutionnel, appliquer cela à des casinos, et même à l'intérieur, dans la confins des casinos. L'utilisation, l'analyse du territoire dans les casinos, parce que les casinos semblent être très différents les uns des autres. Lorsque vous passez sur la route, la grande rue, la rue principale, mais si on les décompose de cette manière, on voit que le jeu se trouve à peu près au même endroit, là où vous entrez, c'est tout de suite le jeu. Les centres de conférence sont un peu en retrait, et puis ici vous avez les chambres, puis il faut passer par une espèce de patio pour arriver. Les chambres, cette analyse vous permet en fait de comprendre les différences et mieux cerner les typologies suivantes. Here we are listening to the social planners who tell us land use planning is oversimplified. S'intéressent à les questions sociales et disent que c'est trop simplifié de regarder ces cartes. On voit des différents types de profils d'utilisation. Au rez-de-chaussée, au premier étage, si le gouvernement va intervenir ici, décide de mettre en place un centre d'aide sociale en bleu, et puis en jaune va être résidence et le rouge commercial. Davantage d'intervention des pouvoirs publics. On pense que le secteur privé va intervenir en face parce qu'il y aura suffisamment de passages pour justifier la mise en place de boutiques. Donc c'est question d'intervention, réaction. Très américain. Et on le voit dans l'urbanisme américain, c'est quelque chose de tout à fait fascinant. Et on peut voir ici, représenter la cinétique de tout cela, parce qu'il s'agit de bâtiments existants dont les fonctions changent. On changeait plusieurs fois, il faut accepter ce changement, parce que dans la terminologie de Bob, en fait, il s'agit de moufles et non pas de gants. Donc, dans le centre-ville de Memphis, Tennessee, là où Martin Luther King a été assassiné, Beale Street, W.C. Handy et Elvis Presley ont commencé. Et puis les liens par rapport au fleuve de Mississippi. Et on essaie de montrer les liens qui existent, qui donnent un côté urbain à une ville. Pourquoi Beale Street devrait recevoir un soutien
des activités, des zones d'activité à plus forte densité. Suivant. Oui, alors David Crane, en fait, a réalisé un studio pour Chandigarh en utilisant le programme de Le Corbusier. Le Corbusier l'en avait informé, mais il a réalisé ses propres plans en s'en inspirant. Ici, nous voyons, c'est une ville très, très pauvre. Et donc, il fallait vraiment dépenser avec beaucoup de parcimonie l'argent en utilisant la capacité de construction des personnes également. Et dépenser à ceux qu'ils ne pouvaient pas construire eux-mêmes. Et il a découvert que la première étape dans toute nouvelle ville pour ces personnes en Inde devait en tout cas protéger de la mousson. Et il fallait donc une grille qui permette de protéger de la mousson, des intempéries. Puis ensuite, on pouvait construire des maisons construites par les personnes. Mais il fallait en tout cas protéger, installer, il fallait prévoir également des raccourcis pour que les personnes ne puissent se déplacer rapidement. C'est ce qu'il appelle en tout cas une toile pour une capitale, un dispositif, une infrastructure urbaine au sein duquel le secteur privé peut construire et peut améliorer son train de vie au fil de la richesse qui va s'accumuler. Donc, il ne s'agissait pas toujours facile à atteindre. Enfin, c'est une idée tout à fait fascinante. Et si on voit ici le parallèle, si on voit la comparaison avec Noli, 1748, comment toutes les églises, d'ailleurs ça avait été demandé par le pape, que toutes les églises soient visibles. Et nous voyons ici, ça n'est plus utilisé. On parle néanmoins encore de la manière dont ces églises ont été planifiées, ont été projetées. Et tout ce qui était les rues, le public est en blanc, en gris, nous avons les zones vertes. Ici, la structure religieuse de Rome. À la vérité, ça a été en fait très important pour nous, pour analyser l'espace urbain et également l'espace universitaire en Amérique. Nous avons commencé à réaliser une cartographie de Las Vegas. Ici, vous voyez la structure publique de Las Vegas. Ce n'est pas véritablement la structure publique. À la vérité, c'est la rue avec casino. Là, vous voyez les casinos, et puis la partie des jeux, en tout cas la partie intérieure. Et ici, ce n'est pas clair, mais néanmoins, nous avons prévu les alentours, si vous voulez, la structure extérieure. Nous sommes penchés sur ces modèles bien avant que les nouveaux modélistes n'apparaissent en architecture. Ici, vous voyez les différents bâtiments et les espaces de cérémonie, si vous voulez. Alors, Noli, effectivement, n'a pas dû, lui, faire face à des aires de stationnement. Nous avons dû. Donc, il a fallu trouver des espaces qui permettent. Il ne s'agissait pas seulement de trouver des espaces pour le public. Et ici, nous voyons Lucan qui introduit un secteur public dans la construction. Il s'agit d'une étude pour un Bimotree Building. En fait, il s'agit d'une typologie, d'une étude typologique, pratiquement comme les Philadelphie, comme les maisons, les rangées de maisons, si vous voulez, les alignements de maisons. Ici, vous voyez les logements, l'habitat. Ici, vous voyez un secteur public, la rue. Donc, il y a vraiment tout un urbanisme dans la construction, toute une dimension urbanistique. Ici, Leicester Square, Trafalgar Square, la National Gallery. Et ici, notre complément rajouté. Et ici, vous voyez, c'est une grille. Ici aussi, mais c'est beaucoup plus moderne. Donc, la structure publique se trouve dans le bâti. Le suivant, s'il vous plaît. Ici, nous voyons la structure publique. Et là, notre coffrage de bâtiments, Peace Park, nous avons derrière un bâtiment moderne. Et il ne s'agit qu'un panneau construit
Et derrière, vous voyez tout un système d'éclairage de ce bâtiment qui se construit à l'arrière, à la vérité. Alors, de manière intéressante, nous n'avons pas voulu démontrer notre théorie architecturale simplement parce que le musée nous l'a demandé. Parce que ce qui est là n'a rien à voir avec le public, ne concerne pas. C'est un système, c'est quelque chose de beaucoup plus privé, qui ne concerne pas le public et qui, en tout cas, pourrait être exposé à un certain nombre de risques de vol, etc. Et ce qu'il faut faire lorsqu'on accueille 4 millions de personnes, un dimanche après-midi, c'est effectivement comme des vers qui se faufilent dans la terre. En vérité, c'est toute une configuration d'une multitude qui avance. Suivant. Alors ici, nous voyons ici la rue qui monte. Ici, c'est la grande étude, la grande école de médecine. Ici, c'est résidentiel. Ici, nous avons différents groupes. Nous sommes engagés dans cette université depuis les années 1950. Suivant. Pendant un temps, nous avons d'ailleurs été ceux qui ont planifié cette université, qui l'ont pensée. Alors, il y a tout un système d'enceintes et tout un système de circulation et d'espace ouvert. Ici, c'est une rue. Ici, un espace ouvert au milieu. Et ici, d'autres espaces qui sont différents, la vérité, mais qui ensemble forment tout un système, un ensemble systémique. Nous avons effectivement, ça nous a inspiré des systèmes informatisés. Nous avons travaillé avec 200 étudiants, nous avons vu où ils vivaient, où ils étudiaient, et nous avons établi ce mouvement grâce à leur mode de vie. Et nous avons créé un nouveau centre. Alors, l'ancien s'était construit ici. On peut le voir, il y avait très peu de mouvement, la vérité. Raison intéressante, on pourrait se poser la question. Ici, c'est le campus. Toutes les cantines se trouvaient là. C'était un endroit très animé. Là, les dortoirs, ici, là aussi, ainsi qu'à d'autres endroits. Cette partie est morte, à la vérité, aujourd'hui, compte tenu du mouvement qui a été rétabli, la circulation qui a été rétablie. Nous avons continué à analyser tout ça. Ici, nous avons le bâti. Nous avons découvert qu'il y avait des mouvements, des systèmes de mouvement en ce sens. Ici, dans cette partie qui était assez laide à l'arrière. Et nous avons dit, mais il serait possible, à la vérité, de réorienter ce mouvement pour recréer un autre mouvement qui, de toute façon, s'oriente vers l'école médicale, ouvrir des espaces pour aller vers cet endroit et créer une enceinte d'étudiants pour les étudiants. Et ici, les grands auditoires, comme nous l'avons fait à Las Vegas, nous avons redistribué sur le campus les différentes classes. Ici, il y en a un grand auditoire qui est horrible à la vérité, qui est très laid. Mais avec tout ce mouvement, dans cette zone, nous sommes parvenus, avec un peu de changement, à rétablir une autre vie. Et les personnes peuvent également y fonctionner et y bouger en toute sécurité. Ici, cet espace pour les étudiants. Ce bâtiment a dû être réhabilité, rénové, l'acoustique a dû être revue. Nous avons donc utilisé des architectes pour l'entièreté de la rénovation. Également la bibliothèque qui avait été rénovée auparavant. Ici, vous pouvez voir le plan, tous les espaces publics, les espaces verts. Vous pouvez voir la salle d'études. Des activités également sont prévues dans cette zone. Ici, l'entrée. Nous avons changé des espaces qui fonctionnaient assez mal, qui étaient un peu fonctionnels. Nous avons réalisé un café et là, des arts vivants, un centre d'art vivant, récital, etc. Je crois que cela exprime un mode de pensée.
Et c'est un bâti qui est beaucoup plus utilisé maintenant, qui est beaucoup plus vivant, qui est beaucoup plus occupé. Ici, nous avons amélioré cet horrible amphithéâtre. C'est vrai que si certains viennent passer et parler ici, ça devient beaucoup plus politique à la vérité, compte tenu de l'environnement. Et là, si quelqu'un joue du violon, ben, il y a une possibilité pour que le public s'attroupe. Nous avons donc voulu, si vous voulez, que ça devienne une jungle pour enfants, mais pour de grands enfants qui sont des étudiants. Et nous avons mis des bancs. Ce ne sont pas véritablement des bancs, mais plutôt des parapets et des endroits pour s'asseoir. Nous avons dit si nous leur offrirons des bancs, ils allaient d'une certaine manière s'effondrer, se vautrer. Mais si on leur mettait un mur, un parapet, ils s'assiraient dessus. Nous avons voulu adapter cette même pensée à Princeton. Ici, c'est une zone, c'est un bâti qui était un laboratoire de physique. Et c'est devenu, en fait, remis au centre. Toute cette zone autour a changé. Nous avons d'ailleurs créé de nouvelles portions qui sont consacrées notamment à la chirurgie utilisant la haute technologie. On pouvait voir ici, d'ailleurs je crois que Bob l'avait commenté auparavant, il s'agit d'une base de soubassement extrêmement important. Nous sommes inspirés de Las Vegas. Beaucoup de boîtes aux lettres, si vous voulez, de nouvelles formes. Nous avons construit un tout nouveau centre, à la vérité. Dans ce bâtiment, nous avons ouvert des espaces qui étaient avant des petites classes étriquées. Nous avons, c'est une manière créative de reprendre l'ancien bâtiment, ne pas lui faire violence, néanmoins que les modèles changent, que maintenant, c'est vrai que c'est très occupé par beaucoup d'étudiants, beaucoup plus qu'avant. Comme le demande d'ailleurs l'époque. À nouveau, ici, nous avons hérité de ce site, de ce chantier à Toulouse. Et nous travaillons avec un jeune architecte qui nous disait on pourrait éventuellement mettre une dalle ici et là. Et nous avons dit, mais essayons que les piétons passent et que cela soit un raccourci pour les piétons. Nous allons construire les bâtiments ici assez bas, puisque l'environnement est un environnement bâti assez bas. Et puis l'accès, ici, l'Assemblée. Ici, petite place à la française. Et puis le canal du Midi ici, l'accès à l'aire de stationnement, un petit parc près du canal. Et donc, les modèles d'activité, en fait, est dicté par la circulation, par le mouvement, les aires de circulation. Voilà, bâti. Suivante. Oui, j'ai encore quelques planifications, un peu de projets de campus. Ann Arbor, nous aimons beaucoup la manière dont tout cela a été planifié. C'était en 1840. Cela s'étend à l'infini, si vous voulez. Finalement, c'est la forêt qui met un terme. Ici, le campus, en fait, c'est un bloc, tout un quartier. Et là, les montagnes avec le fleuve. Très difficile, d'ailleurs, ici, de planifier, d'aménager, si vous voulez, en forme de grille. Maintenant, c'est cela. Voici ici la ville de Ottawa et ici 12 hectares de campus. 1200 hectares, pardon, de campus. Une partie du problème était d'ailleurs de relier, si vous voulez, ces deux parties pour faire comprendre. Nous étions les premières personnes qui ont utilisé tous les ordinateurs, et tout ce qu'on peut faire d'ailleurs. Les ordinateurs, par exemple, ces cartes en couleur, polychromes, nous pouvons mieux comprendre ce qui se passe, ce que sont les problèmes qu'il y avait avec ce campus qui se trouvait de l'autre côté de la rivière. Et ici, c'est le campus original. Et vous voyez ici ces collines où a été construit le centre médical. C'est un peu, si vous voulez, comme une ville murée avec de grands hôpitaux et de grands problèmes de connexion entre la ville et puis cette partie plus hospitalière et plus médicale de la ville. Suivante. Si vous voyez, ici, cet énorme campus, c'est l'école d'ingénierie.
le campus du Nord. Ici, c'est le campus principal, médical. Et là, le campus de l'Est. Alors, le premier débat sur l'étendue de l'expansion, nous l'avons eu en 63. C'était difficile de se développer. La ville n'était pas trop contente, n'était pas très heureuse de l'idée de s'étendre. Et puis ici, vous voyez cette forme qui est un peu comme un œuf sur le plat, avec un jaune et le blanc tout autour. C'est un peu la forme de la nouvelle ville. C'est le campus du Nord, mais c'est devenu cette dimension, a pris cette dimension. Puis on a ajouté le campus de l'Est. Et là, c'est toutes des terres agricoles qui ont été abandonnées, qui sont vierges. Il a fallu travailler avec des écologiques, avec des environnementalistes pour respecter la nature, avec des aménageurs de transport. Il y a eu énormément de spécialistes qui sont intervenus. Alors, quel doit être le futur? Nous sommes posés de ces 6, mais nous pensons que cela resteront les principaux. Cela pourrait devenir néanmoins le principal. Est-ce qu'il y aura un certain nombre de centres de décentralisation? Est-ce qu'il y aura 3 campus? Ou est-ce qu'il faut vraiment les séparer? Est-ce qu'ils auront une vie séparée? C'est tout un débat que nous avons eu avec l'université sur la vision d'avenir. Suivant. Pour nous qui avons effectivement été universitaires, tout le débat avec les universitaires, avec la faculté quant à l'avenir de l'éducation et comment tout cela renvoie au modèle de colonisation d'un terrain est très difficile. Mais avec les ordinateurs, c'est vrai, on peut, si vous voulez, désagréger l'information. On peut analyser, on peut faire des coupes transversales. Ici, nous montrons les sciences médicales, l'ingénierie ici, l'hôpital et même le secteur privé. Ici, Pfizer, producteur chimique. Alors, ces modèles, ce plan et cette connexion, problème énorme, cette connexion entre les différents éléments. Nous montrons à nouveau ici tous les laboratoires, les studios, les auditoriums, les salles de classe, par dimension et type d'ailleurs, typologie et puis les détails. Nous sommes les premiers concepteurs de campus qui avons calibré les affectations et qui les avons montrées, ces affectations, de manière qualifiée. Nous avons même les services en rouge. Ici, vous en voyez, d'ailleurs. Et tout cet espace, d'ailleurs, et on savait très bien que, d'ailleurs, les étudiants se plaignaient beaucoup. Après 5 heures, il n'y a rien. Tout cela est vide, si vous voulez. Rien à manger, pas de vie. Les commerces sont très éloignés. Vous les voyez en rouge un peu plus loin. Et donc, ici, la suivante, s'il vous plaît. Et vous verrez des coupes transversales qui nous permettent de mieux visualiser les problèmes qui se posent. Nous avons cartographié ici tous les campus en ville, également les cinémas, les galeries d'art, les arts vivants, etc., les centres d'art vivant. Et nous avons donc construit un modèle, une carte, si vous voulez, un plan, et puis nous les avons montrés. Et nous avons dit, vous pouvez prévoir un accès artistique, si vous voulez, qui relie tous ces éléments plus artistiques, mais avant de savoir ce qu'ils allaient faire, il faut, nous savons que vous prévoyez la construction de grands laboratoires sur les campus, car tous l'ont fait, tous les campus. Et puis, il y a toute une initiative de sciences de la vie, du vivant, qui sont de plus en plus étudiées, près de l'école de médecine. Et c'est là que se trouvent les contreforts de la montagne. Et là, il y a un lac avec d'ailleurs une chute importante de 3 étages pratiquement. Et nous avons dit que nous pourrions effectivement construire une diagonale dans ce campus et peut-être aller autour de ce lac vers l'école médicale. Suivante, diapositive. Ici, nous montrons l'école médicale avec son mur qui l'entoure. Les problèmes de connexion, ici, les sciences académiques, ici, un grand vide. Et ici, le point se trouve au même niveau
car en fait, c'est le périmètre du lac. Et il y a effectivement une ligne de transport. Les ingénieurs souhaitaient que c'était leur ligne de désir, si vous voulez. Mais il y a un blocage. Ici, nous montrons le mouvement des étudiants des dortoirs vers le campus, vers les lieux d'études. Suivante. Pardon. Alors, nous avons découvert en 1916, nous avons trouvé un certain nombre d'urbanistes qui se plaignaient de ces problèmes de connexion d'ores et déjà. Et ils disaient il faudrait un meilleur accès au campus ici et là. En 1963, nous retrouvons qu'on rencontre exactement le même problème. Et on nous montre quelque chose qui traverse un ectoplasme, si vous voulez. Enfin bon, on ne peut pas dire ce que c'est. Ce n'est pas vraiment une voie, mais on nous indique que c'est un besoin, quelque part, un besoin de connexion qui devrait s'établir. Et puis, nous avons nous avons réalisé une cartographie avec, bien sûr, en utilisant l'informatique. Très facile pour nous, bien sûr, de montrer les grands espaces publics, le bâti et le système de mouvement, de déplacement, toutes les routes piétonnes, ici en orange. C'est un peu comme un travail de crochet, si vous voulez, un peu comme du macramé. Et ici, toutes les aires de stationnement, que d'autres ne montraient pas. Et puis toutes les entrées, les différents systèmes d'entrée. Nous avons essayé de comprendre ce modèle, ce que nous pouvions faire. Nous avons dit ce point ici, ce point-là, en fait, se trouve à la même hauteur. Néanmoins, on peut voir, si vous voulez, cette chute, cette grande, ici nous avons une grande centrale électrique, ici cette route qui passe. Que faisons-nous au milieu de ce grand campus, la médecine d'un côté et le campus principal à l'autre extrême? Suivante. Alors à nouveau, le plan Nolly avec ces fameuses diagonales. Nous avons travaillé avec les ingénieurs de transport. Nous avons dessiné cette ligne qui était le souhait des personnes. Tous les gens du campus médical m'ont envoyé des fax et des courriers électroniques concernant leur volonté de déplacement. Et ils ont dit que cela pourrait être effectivement la meilleure communication interdisciplinaire entre ces chercheurs et ces chercheurs via les sciences vivantes qui se trouvent plus au centre. Et là, nous l'avons réalisé. Voilà le macramé. Nous l'avons fait de manière extrêmement minutieuse, c'est la vérité, et vous arrivez dans cette partie médicale. Je suis tout au long, on traverse l'entièreté, et là, on peut stationner 1000 voitures. C'est un peu comme une ville médiévale, si vous voulez, avec un espace ouvert au milieu, avec un grand accès principal qui traverse de cette manière et qui monte. Et là, un nouveau laboratoire extrêmement important, ça, c'est le bâtiment ordinaire, et puis le restaurant. Vous pouvez vous arrêter là, prendre un café. C'est vrai que vous pouvez, si vous êtes prix Nobel, ce qui est le cas d'un enseignant, bon, ben, il peut à la fois prendre son café dans ce bar. Enfin, là, il y a en tout cas un très grand espace, laboratoire, et pas loin le bar. Ici, le laboratoire de sciences vivantes, ici, l'enseignement de sciences vivantes. Il devait y avoir un théâtre, ça a été abandonné. Et là, le café, également un centre de conférence. En dessous de la rue, il y a un passage de communication très important. Nous avons là un magasin, une partie commerçante, car nous ne souhaitions pas qu'ils entrent, si vous voulez, et donc que les magasins se retrouvent sur les lieux normaux de marché. Nous avons ici, c'est notre place de marché également, avec un petit restaurant. Vous pouvez vous asseoir là, là et là. Et vous rencontrez d'autres personnes. Et voilà tous les liens du secteur plus artistique via les sciences vivantes et monter vers les sciences de la recherche scientifique. Nous l'appelons notre salamandre de la recherche suivante. Vous voyez ici la maquette.
Et ce qui émerge maintenant, bonne communication, connexion avec la rue, la station ici, le centre de sécurité. Bon, qui une fois arrêté 15 étudiants un peu ivres, un peu imbibés d'alcool. Alors, extrêmement complexe ce projet. Et vous pouvez voir ici l'aménagement intérieur et les commerces ici. Petit commerce ici, vous pouvez voir les bureaux universitaires, les commerces ici, les centres les salles de cours, et ici aussi un atrium à la vérité, très beau, très belle vue. Nous ne pensons pas qu'ailleurs on puisse penser à un atrium beaucoup plus grand pour ce genre de bâtiment, qui en fait qui s'est fait avec un budget extrêmement étriqué. Nous avons la rue qui traverse, si vous voulez, le bâti. Et au bout de chaque rue, il y a un bar. Alors, les personnes ne peuvent pas boire, si vous voulez, dans les laboratoires. Et alors, bien sûr, il y a ceux qui ont le droit au café qui est fait dans le bureau par le secrétaire. Pour les étudiants, il faut aller là, et c'est là qu'ils se rencontrent, avec des sièges extrêmement confortables, simples, mais confortables. Toute l'idée de la rencontre, et ici vous voyez la grande salle, mais pour le moment, pas de salle. Suivant. Alors simplement pour vous rappeler que les forces font la forme, dictent la forme. À la vérité, si vous voyez effectivement la force, c'est le fleuve. Le fleuve qui... On ne peut pas construire ici. Si vous construisez ici, il faut s'assurer de pouvoir drainer le sol. Ici non plus, car il y a une forêt à sauvegarder. Donc, à chaque chantier, on peut documenter ce qu'il faut conserver en matière d'écologie, ce qui doit être sauvegardé à la vérité. C'est toute une base de données qui, je vous le disais, les forces en fait, dicte les formes. Suivant, pardon. Alors, lorsqu'on voit cela, en fait, c'est ce qui fait la publicité de notre travail ici. J'espère que vous vous souviendrez de tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui est en toile de fond. Thank you very much. I don't know if you have Merci. Energy left to Je ne sais pas si vous avez encore suffisamment d'énergie pour répondre à un certain nombre de questions. En tout cas, nous avons une salle assez animée. Oui, mais enfin, nous avons l'énergie qu'il faut. Néanmoins, ceux qui veulent quitter, quitter. Personne ne se verra reprocher le fait d'avoir quitté la salle. Oui. Présentez-vous quand vous posez les questions, ça restera sur l'enregistrement. Gülgönen, architect. Dennis Pope, I really would like to thank you for Je souhaite vous remercier à la vérité de cette belle conférence à la vérité. Très belle. Je souhaitais soulever un certain nombre d'éléments. C'est vrai que votre livre date de 40 ans et il a eu sur moi une grande incidence ainsi que sur l'architecture. Cette incidence se maintient notamment dans mon école, là où j'enseigne la vérité. Vous êtes la personne dont on parle le plus, qui est la plus mentionnée. Et c'est vrai que ce fut comme ça dans le passé. Je pense que ce sera comme ça, c'est comme ça aujourd'hui. Et ce sera comme ça à l'avenir, je crois, pendant de nombreuses années encore. Vous avez une influence extrêmement importante, car en fait, vous mettez vous questionnez, vous interrogez, vous opposez aux forces à la vérité. Et puis, il y a toute l'influence de ce que nous appelons, de ce que vous appelez cette architecture qui se poursuit dans le bâti et qui prend des formes différentes lorsqu'intervient la décoration.
Lorsque vous faites du panneau laqué, ce qui est très à la mode à l'heure actuelle, à la vérité, alors ce qui donne la force de votre enseignement, c'est en fait que les contraires existent. Ce sont les forces du contraire. Ah oui, je voudrais peut-être rendre hommage à notre ami Ahmed. Je me souviens à la cafétéria à Penn. Je me souviens avec Ahmed. Je voudrais également me souvenir de Bernard Huet, lui rendre hommage. Il était également un de nos étudiants à Penn. Et je me souviens que Huet souhaitait un jour se battre en duel avec un Texan. Oui, c'était les beaux jours, à la vérité, mais je crois que vous vivez dans une ville merveilleuse également. Merci. Oui, laissez-moi vous dire une chose, à la vérité. Nous ne sommes pas contre, si vous voulez. Enfin, il faut dire quand dans une carte de Noli, il y avait, si vous voulez, comme des canards, si vous voulez, ces différentes églises. Alors, mais il n'y a pas de canard unique ou spécial. Merci beaucoup. Merci pour les dernières images sur les villes, cette conception verte, à la vérité. C'est très intéressant, très attrayant. Ce fut un grand plaisir. Bob, il faudrait peut-être que vous veniez. D'autres questions? Ou des questions? Parce que je crois qu'Ahmed nous a... une question, maybe I'll do it in English. You've discussed this very intriguing and interesting building in Toulouse for the Conseil Régional. What has been your, it's a fairly trivial question, but what has been your experience in dealing with French patrons, French bureaucrats, French urbanists, French Baupolizei? You wouldn't want to know. Yes. Polizei aussi. Non, je préfère ne pas le dire. Je préfère passer ça sous silence. Mais sachez que ces problèmes existent dans tous les pays. Et c'est vraiment fascinant de voir avoir travaillé à travers les cultures, à travers les systèmes différents. Mais de loin, notre meilleure expérience, c'est au Japon. Parce que là, je connais une unité, même lorsqu'il n'y avait pas la langue était une barrière. Et en Angleterre, néanmoins, c'était plus difficile. En français, on parlait la même langue. En France, c'est vrai que c'était pas très facile, même si on avait d'excellents collègues. Françoise Blanc était avec nous ce soir. Daniel Hermé, collègue, Daniel Hermé. Néanmoins, c'était pas facile de travailler pour Monsieur le Président. À un moment, il a menacé de dynamiter la façade du bâtiment. Mais que s'est passé en fait? C'était le droit moral français qui l'a inhibé, qui l'a empêché de changer le bâtiment. Ça n'aurait pas aidé aux États-Unis. Nous étions vraiment, vraiment reconnaissants de ce droit moral. 57 sur la propriété littéraire et artistique. You have any comments on that? Qu'est-ce que c'est? No, I was mentioning the year of the bill that is the base for droit moral, which is very important. C'est loi qui est la base du droit moral. 1957. Oui, on parlait du droit moral. Et il expliquait tout petit peu cela. Bon, parce que est-ce que tu souhaites dire quelque chose? Excuse me for answering because it's been quite long, but it's just a little question. We have seen many buildings that were demolished or even never constructed. Qui n'ont jamais été construits. Ok, c'est bien comme ça. We have seen a lot of buildings that were demolished or even never constructed. We also do not know much about some ephemeral architecture that was made. Certaines choses qui ont été construites, at the same qui ont été time, éphémères. with classic architecture that we study now. So, pour l'architecture classique, des choses qui ont disparu, si vous voulez, qu'on n'a pas pu voir, mais qui ont existé. Que pensez-vous de la persistance de l'architecture? Est-ce que vous travaillez pour maintenant ou qu'est-ce qui va rester dans le futur? Et que pensez-vous de l'éphémère?
I'll re-answer. Do you have like transcendental inspiration, or you work for now to est-ce que people vous now? travaillez pour les besoins de What do we feel maintenant about the ou est-ce future? que donc vous demandez Architecture that ce we qu'on design ressent now par for the l'avenir, future? ce que Yeah, l'on because crée now maintenant mais pour le architecture futur. begins Oui, to parce be que something l'architecture that maintenant commence à être It quelque has chose qui va different disparaître, inners si vous voulez. in time that it had before. Oui, ce n'est pas créé pour durer aussi longtemps que ce fut le cas par le passé. Donc, si j'ai bien saisi ce que vous avez dit concernant cette souplesse de l'utilisation, c'est peut-être une autre manière de répondre à votre question. Et c'est là que cette idée de loft, de bâtiment industriel, marche très bien. Parce que ceci a eu en fait, un passé. Regardez le Louvre qui était un palais royal et puis ça a pu devenir un musée, mais il y a énormément d'exemples pour témoigner de cela. Un bâtiment de bureau aux États-Unis, bon, les clients, les usagers changent de nombreuses fois d'ailleurs. Donc on voit que le changement est de plus en plus dynamique, de plus en plus rapide, les changements se succèdent plus rapidement en termes de fonction, d'utilisation de fonction. Donc quand on dit que la forme suit la fonction, je crois que la forme permet les différentes fonctions, le changement de fonction. Il faut construire en pensant à cela, pour rendre cela possible. Faire en sorte que le changement puisse marcher. Et normalement, ça marche. Pour ces bâtiments que j'appelle des lofts. Et puis on peut rajouter des choses, rajouter des décorations. Mais ça, ces décorations peuvent changer aussi. Néanmoins, il y a le moment où, oui, il vaudrait mieux un canard, pas dans tous les cas, mais dans certains cas. Mais il faut être prêt à accepter le changement. Et souvent, le bon nombre de ces bâtiments modernes, connus comme modernes, qu'on les considère modernes, sont complètement obsolètes maintenant. Et je trouve ça, par une ironie de l'histoire, un certain nombre de ces bâtiments aussi tombent en morceaux. Autre chose qui est intéressant, lorsqu'on parle, on évoque la communication et la fonction décorative du bâtiment. Et la décoration, justement, qui se trouve sur le hangar, c'est vrai, c'est de plus en plus mince, parce qu'en moins d'un centimètre, c'est vrai, ils peuvent mettre différentes couches. Mais quand ça devient 0 cm ou millimètre, c'est seulement électronique. Et ça peut changer en une demi-heure. Donc ce n'est pas permanent. C'est un tout petit peu comme le temple en pierre de 1000 ans, qui a, c'est vrai, fleurs aujourd'hui, mais c'est parti demain. Mais néanmoins, la pierre sera là encore demain. Donc, différence d'échelle. Mais qu'en est-il du sentiment de l'architecte? L'architecte crée le bâtiment, mais il va confier la décoration à un artiste. Oui, mais cela s'est produit dans un certain nombre de bâtiments. Ici, vous avez confié une partie de décoration à des artistes. On parle du verre, de l'extérieur. Je pense qu'au terme de 2h30 de présentation architecturale et de présentation passionnante, d'échanges passionnants, je pense que le moment est venu de remercier Bonaventure et Miss Conrad et cette présentation. D'abord respecter les lois sur le multilinguisme dans ce pays. Donc, je voudrais simplement souligner l'importance de la relation que vous renouvelez entre la curiosité pour aujourd'hui, learning from everything, et dans le même temps precedence, et dans le même temps les précédents. Je crois que trop souvent autour de nous, nos contemporains basculent du côté du precedent ou du côté de everything ou plutôt du anything, et que cette articulation constante de la connaissance et de l'invention me semble être une dimension durable et renouvelée de votre travail, et pour ça aussi je crois qu'il faut vous remercier. À bientôt donc.